Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, un vrai cliché qu'a la vie dure. Celui d'une Afrique précoloniale qui vivait simplement de troc. Mais et si cette image était complètement fausse? Accrochez-vous bien, parce que la réalité économique de cette époque, elle est beaucoup, beaucoup plus complexe et fascinante qu'on imagine. On a tous en tête cette image, pas vrai? Des sociétés qui pratiquent le troc, des échanges très simples, presque primitifs. C'est une vision qui peut sembler logique, mais en réalité, elle s'effondre complètement dès qu'on commence à creuser un peu. Voilà la question essentielle. Et si cette idée reçue n'était en fait qu'une simplification énorme? Le petit voyage qu'on va faire ensemble risque de bousculer pas mal de certitudes. Alors, première étape, parlons des routes commerciales. Il faut tout de suite oublier cette idée d'un troc généralisé. La réalité était vraiment, vraiment différente. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le troc, oui, il a existé, c'est vrai, mais seulement à la périphérie, chez des peuples vraiment isolés. Et de l'autre, on a le cœur battant des grands empires, un commerce qu'on pourrait qualifier de moderne, mené par de véritables corporations de marchands. En fait, le troc, c'était l'exception qui confirmait la règle. Et quand on jette un œil aux marchandises échangées, on comprend tout de suite l'ampleur du système. On ne parle pas que de produits de base, là. L'Afrique exportait de l'or, du fer, bien sûr, mais aussi des objets manufacturés, comme le fameux verre du Bénin. Et en retour, elle importait de la soie, des dattes et même des miroirs de Venise. C'est la preuve d'une économie totalement intégrée au commerce mondial et qui témoigne d'un niveau de vie vraiment élevé. Forcément, pour que tout ça puisse fonctionner, il fallait une condition essentielle, la sécurité. Et cette sécurité, elle était bien réelle. Le grand voyageur Ibn Battuta au XIVe siècle était lui-même bluffé par la sûreté, il disait absolue des routes. C'est cette stabilité qui était la véritable colonne vertébrale de toute cette économie. Mais attention, un commerce d'une telle ampleur ne pouvait pas reposer sur de simples échanges de marchandises. La question c'est comment est-ce qu'on payait pour tout ça? Loin, très loin du cliché du troc, il existait en fait un système financier d'une sophistication incroyable. Le système monétaire était d'un pragmatisme remarquable. Pour les petites transactions du quotidien, on utilisait des coquillages, les kouris. Dans certaines régions, c'était le sel qui était si précieux qu'il valait parfois plus que l'or. Et puis tout en haut de la pyramide, il y avait un véritable étalon or, le mitkal, une mesure très précise de 4,6 grammes de poudre d'or pour les échanges de grande valeur. Un système à plusieurs vitesses, hyper flexible et adapté à toute la société. 40 000. Ce chiffre est juste hallucinant. C'est la valeur en dinars or d'une seule reconnaissance de dette écrite entre deux marchands au Xe siècle. On parle bien d'un système de crédit extrêmement avancé qui montre une richesse et un niveau de confiance tel que les chroniqueurs de l'époque comparaient ces villes commerciales à la légendaire Bagdad. Rien que ça. Le commerce, la finance, c'est bien beau tout ça. Mais concrètement, comment ça se traduisait dans la vie des gens? Est-ce que cette richesse profitait vraiment à la population? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les récits de l'époque nous décrivent un monde d'abondance. Il faut s'imaginer, l'empereur du Ghana offrait des milliers de repas gratuits chaque jour. Les campagnes étaient très densément peuplées, les villes étaient immenses et solides. En fait, la pauvreté était si rare qu'on la considérait comme une anomalie, souvent liée à une occupation étrangère. Le pouvoir jouait même un rôle de régulateur économique. Le roi gardait les pépites d'or pour lui, mais laissait la poudre au peuple, justement pour maîtriser l'inflation. On a donc le portrait d'une économie qui est prospère, stable, complexe. La question qui se pose alors, c'est pourquoi a-t-elle évolué de manière si différente de l'Europe? La réponse, en fait, se trouve dans les fondations mêmes de la société. Et voilà la différence fondamentale, celle qui explique presque tout, le rapport à la terre. En Europe, la terre est une propriété privée, c'est la source du pouvoir. En Afrique, elle n'appartient à personne. On en a l'usage, mais on ne la possède pas. Le roi lui-même n'est qu'un gérant. Dans un tel système, l'idée même d'exproprier massivement les paysans, comme ça a été fait en Europe, est tout simplement impensable. De cette vision de la terre découlent deux modèles radicalement opposés. D'un côté, le modèle africain, basé sur le collectif, où la sécurité de chaque individu est garantie par le groupe, l'accumulation personnelle de richesses n'est donc pas une nécessité vitale. Et de l'autre, le modèle européen, individualiste, qui pousse à l'accumulation du capital. Deux logiques, deux objectifs différents. D'un côté, la stabilité sociale, de l'autre, l'accumulation privée. Un exemple parfait de cette logique africaine, c'est le navétanisme. Ce n'est ni de l'esclavage, ni du servage. C'est un travail saisonnier, volontaire, souvent entrepris par des jeunes pour se constituer une dot. Une fois la saison des pluies terminée, le contrat s'arrête. Chacun repart libre, sans aucun lien de servitude.
Finalement, ce que nous montre l'Afrique précoloniale, c'est le visage d'une économie florissante, construite sur des bases sociales et philosophiques radicalement différentes des nôtres. Et ça soulève une question assez vertigineuse. Si ce modèle a fonctionné avec autant de succès, n'est-ce pas la preuve qu'il n'existe pas une seule et unique voie vers le développement économique ? C'est une pensée qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde.